Il existe, enfoui dans les pages les plus anciennes de l'histoire, un regard porté sur l'avenir qui n'a rien d'ordinaire. Ce n'est pas un récit, ce n'est pas une légende, ce n'est pas une parabole destinée à enseigner une morale. C'est une vision capable de traverser les siècles, de survivre aux empires, de ressurgir dans l'esprit de ceux qui cherchent à comprendre le monde qui se transforme sous leurs yeux. Elle parle de royaumes qui s'élèvent, de systèmes qui se construisent, de puissances qui se dissimulent derrière les événements visibles. Elle évoque l'ascension d'une figure inattendue, discrète, presque invisible au début, mais dont l'influence finit par s'étendre comme une ombre sur les nations. Le récit commence dans un contexte où tout semble perdu, où un jeune homme arraché à sa terre découvre que les visions qu'il reçoit ne sont pas destinées à consoler un exilé, mais à tracer la carte d'une histoire encore inachevée. À travers lui, nous entrons dans un univers où les symboles prennent vie, où les images deviennent prophéties, où chaque détail compte. Et ce que ces visions montrent dépasse largement le cadre de son époque. Elles évoquent des puissances politiques qui se succèdent comme des vagues, chacune plus imposante que la précédente. Elles dévoilent un pouvoir qui ne ressemble à aucun autre. Un pouvoir qui ne conquiert pas par la force brute, mais par la stratégie, le discours, la transformation progressive des valeurs. Plus étonnant encore, certains aspects de ces visions semblent aujourd'hui trouver un écho dans les structures de notre monde moderne. Alliances inédites, technologies omniprésentes, normes en mouvement, fragilité des repères collectifs. Comme si, sans que nous le remarquions vraiment, les pièces d'un grand puzzle étaient en train de se mettre en place. Dans ce voyage, nous allons parcourir ces visions, non pas comme des fragments d'un passé lointain, mais comme des clés permettant de lire les dynamiques profondes qui façonnent notre époque. 1. Le contexte du prophète Daniel. Imagine un jeune homme qui observe sa ville brûler, non pas comme un simple témoin impuissant, mais comme quelqu'un qui sent que son destin vient d'être arraché à ses mains. Daniel n'a pas choisi l'exil. Il n'a pas vécu un départ progressif, organisé, réfléchi. Il a été projeté dans un univers violent, dans un monde où les certitudes se sont effondrées du jour au lendemain. Dans les rues de Jérusalem, l'armée de Babylone avait mis fin à tout ce qui structurait son existence. Le temple, les traditions, les liens, l'idée même de sécurité. Ce n'était pas seulement une conquête militaire, c'était une fracture profonde dans l'identité d'un peuple. Là où d'autres auraient sombré dans le désespoir, Daniel se retrouve confronté à un défi moins visible mais plus dangereux. Celui de préserver ce qui fait de lui un homme de foi, dans une civilisation qui célèbre d'autres dieux, d'autres valeurs, d'autres ambitions. Il n'a plus de murs pour le protéger, plus de prêtres pour l'instruire, plus de nations sur laquelle s'appuyer. Il n'a que son intégrité, sa mémoire et une sensibilité intérieure que même les empires ne peuvent pas écraser. Babylone, ce n'est pas seulement une capitale étrangère, c'est une machine politique, culturelle et religieuse. Les palais y écrasent les hommes par leur grandeur. Les statues rappellent à tous qui détient le pouvoir, les vizirs et les magiciens se disputent l'attention du roi. C'est dans cet environnement étouffant que Daniel est formé, éduqué, remodelé. On essaie de lui enseigner la langue et les traditions de son nouvel empire. On lui inculque les sciences, les mythes et les coutumes qui façonnent la superpuissance du moment. Tout est pensé pour effacer son ancienne identité, pour faire de lui un serviteur loyal du royaume qu'il a arraché à sa terre. Mais Daniel n'est pas comme les autres. Ce n'est pas un rebelle bruyant, ni un patriote désespéré. Il est calme, posé, réfléchi. Sa résistance n'est pas bruyante. Elle se joue dans ses décisions silencieuses, dans ses refus discrets mais fermes, dans sa fidélité inébranlable à ce qu'il croit être juste. Là où d'autres se seraient adaptés par nécessité, lui porte en lui une conviction qui ne plie pas sous la pression. Et c'est cette force intérieure,
presque invisible, qui va attirer l'attention d'un pouvoir auquel personne n'oserait dire non. Babylone a besoin d'hommes capables de déchiffrer les mystères. Le roi rêve, mais ses conseillers ne comprennent rien. Les énigmes se multiplient, et le palais n'a personne pour les résoudre. C'est là que Daniel apparaît, non comme un magicien parmi d'autres, mais comme un homme capable d'entendre ce que les autres n'entendent pas. Non pas parce qu'il aurait un talent personnel, mais parce qu'une sagesse qui dépasse l'homme l'accompagne. À mesure que Daniel essaie convoqué pour interpréter visions et symboles, son influence grandit. Les rois changent, les empires tremblent, mais Daniel demeure. Il traverse les années comme un témoin silencieux des bouleversements politiques et des intrigues de cour. Et tandis que les souverains s'effondrent les uns après les autres, lui reçoit des visions qui ne concernent pas seulement les rois du moment, mais les siècles à venir. Daniel ne sait pas encore que ce qu'il va voir dépassera la logique humaine. Il ne se doute pas que ces nuits deviendront les pages d'un calendrier prophétique couvrant des millénaires. Il ne se doute pas que ces visions feront trembler des nations entières et deviendront des clés pour comprendre l'histoire future du monde. Il est simplement un jeune exilé, placé au mauvais endroit au bon moment, observant un empire qui semble indestructible, sans imaginer qu'un jour, ce même empire ne sera rien de plus qu'un symbole parmi 4. 2. Les 4 puissances symbolisées par les bêtes. Lorsque Daniel raconte sa vision, il ne décrit pas seulement des créatures étranges surgissant d'une mer agitée. Il présente une sorte de fresque historique codée, un langage symbolique où chaque animal représente bien plus qu'une simple image inquiétante. C'est un défilé de puissances politiques, une succession d'empires qui vont façonner l'humanité. Pour comprendre la portée de ces figures, il faut imaginer la scène comme un immense tableau animé où chaque détail révèle une époque entière. La mer, d'abord. Elle n'est pas un paysage décoratif. Dans les traditions anciennes, c'est l'espace du chaos, de la confusion, des mouvements imprévisibles des peuples et des nations. De cette agitation, 4 formes émergent, chacune portant les traits dominants d'un empire destiné à marquer son époque. La première créature, semblable à un lion, avance avec une aura de majesté. Le lion n'est pas simplement le roi des animaux. Dans les civilisations antiques, il symbolise la puissance incontestable, la souveraineté totale. Mais ici, il est doté d'ailes, comme si la domination devait s'étendre aussi rapidement qu'un rapace fondant sur sa proie. Cette combinaison traduit une autorité brillante, impressionnante, capable de se projeter au-delà de ses frontières. Pourtant, les ailes se détachent, et la bête se redresse comme un homme. Une transformation brutale qui suggère que même les royaumes les plus éclatants finissent par être ramenés à une fragilité humaine. L'éclat cède la place à la stagnation. L'impérialisme laisse place à la chute. Ensuite surgit un ours, massif, asymétrique, comme s'il portait un poids plus lourd d'un côté que de l'autre. Sa posture n'est pas celle d'un animal équilibré. Il semble prêt à se précipiter sur quelque chose, à engloutir ce qui se trouve devant lui. Entre ses dents, 3 éléments sont coincés, témoignage silencieux de conquête rapide et vorace. L'ours n'est pas un prédateur élégant. Il est une force irrésistible qui s'étend par sa robustesse et sa brutalité. Chaque détail renvoie à une expansion territoriale menée sans finesse, mais avec une efficacité implacable. La 3e figure rompt complètement avec la lourdeur de l'ours. C'est un léopard, animal déjà connu pour sa rapidité, mais ici doté de 4 ailes et 4 têtes. La vitesse devient presque surnaturelle, comme si la conquête devait être instantanée, fulgurante, presque mécanique. Les multiples têtes évoquent une diversité interne, un royaume qui, après une ascension exceptionnelle, se subdivise, se fragmente en plusieurs directions. Cette créature
incarne la précision stratégique, l'éclat des campagnes ultra-rapides, la gloire courte mais immense d'un empire qui marque l'histoire d'un seul élan avant d'être démembré. Puis vient la dernière bête, celle qui ne ressemble à rien de connu. Pas d'animal identifiable, pas de traits familiers. Seulement une force brutale, une structure froide, presque métallique. Des dents de fer, capables de broyer tout ce qui existe, et un appétit démesuré pour la domination totale. Cette entité n'a pas besoin d'être belle ou symbolique. Elle inspire la terreur par sa simple existence. Elle représente un empire qui n'impose pas seulement sa puissance. Il impose sa logique, sa discipline, sa manière de remodeler les peuples. Son apparence informe en dit long. C'est une puissance qui dépasse la simple caractéristique d'un animal, un pouvoir structuré, organisé, implacable, qui écrase plus qu'il ne conquiert. Les 4 bêtes ne sont donc pas des monstres imaginaires. Elles forment une chronologie, une série de portraits politiques peints avec le langage de la vision. Chacune introduit un style de domination. La majesté brillante, la force brutale, la vitesse stratégique, la puissance mécanique. Ensemble, elles dessinent une carte du monde où les empires ne sont pas seulement des nations, mais des personnalités, des manières d'exercer l'autorité. 3. L'apparition d'une puissance inattendue. Dans la vision de Daniel, un détail infime capte soudain toute l'attention. Tout commence dans un paysage déjà saturé de violence. Une créature colossale, des dents de fer capables de broyer des royaumes, 10 cornes dressées comme autant de centres de pouvoir. On pourrait penser que rien ne pourrait surprendre davantage à ce stade. Et pourtant, c'est un fragment minuscule, presque invisible, qui devient la pièce maîtresse du tableau. Un élément si petit qu'il semble insignifiant, mais qui va redessiner l'équilibre de tout l'édifice. Une petite corne. Elle n'arrive pas avec le fracas d'un empire, ni avec l'apparence majestueuse d'une bête mythologique. Elle surgit lentement, subtilement, comme une idée qui prend racine sans qu'on s'en aperçoive. Sa croissance n'est pas spectaculaire. Elle est progressive, discrète, presque calculée. Elle n'entre pas en scène de manière frontale, elle s'insinue. C'est cette manière de s'implanter qui la rend dangereuse. Elle n'est pas une force extérieure cherchant à envahir, mais une anomalie interne. Une mutation dans le système. Un pouvoir qui, au lieu d'être introduit par la conquête, naît directement dans l'ombre des autorités déjà établies. La vision montre ensuite quelque chose d'encore plus dérangeant. 3 des cornes précédentes sont arrachées pour laisser place à celle-ci. Elles ne tombent pas d'elles-mêmes, elles sont déracinées, comme si cette émergence exigeait l'élimination de toute opposition directe. Pas de négociation, pas de compromis. Le nouveau venu impose sa présence en effaçant les voies qui pourraient entraver son ascension. Dans un monde où chaque corne symbolise une autorité, cette éviction soudaine suggère une stratégie froide, implacable. Quelque chose où quelqu'un s'installe par remplacement, par neutralisation méthodique des forces concurrentes. Ce qui frappe ensuite, ce sont des détails presque humains. La petite corne porte des yeux, non pas pour inspirer la peur, mais pour révéler un esprit. Les yeux renvoient à la conscience, à l'observation, à la capacité de lire le monde. Ils donnent l'impression d'un être qui ne se contente pas d'exister, mais qui analyse, qui calcule, qui anticipe. Cette intelligence ne ressemble pas à celle d'un roi ordinaire. Elle évoque une lucidité froide, une forme de vigilance constante, comme si cette puissance scrutait chaque faiblesse, chaque faille, chaque opportunité pour étendre son influence. Puis, il y a la voix. Elle ne murmure pas. Elle ne demande rien. Elle affirme. Elle se glorifie. Elle déclare sa propre grandeur comme si aucune autre autorité ne pouvait la contester. Le ton est arrogant, assuré, presque provocateur.
Ce n'est pas simplement un discours d'ambition politique. C'est une prise de position radicale contre toute forme de souveraineté supérieure. Un défi lancé non seulement aux autres puissances, mais à un ordre moral, spirituel, cosmique. La parole devient une arme d'influence, un moyen d'imposer un récit, d'intimider, de façonner la perception de ceux qui écoutent. Ce mélange est unique, une apparition discrète mais déterminée, une progression tactique qui élimine les obstacles, une intelligence aiguisée et une voix qui s'élève au-dessus de toutes les autres. Ce n'est pas un conquérant traditionnel, c'est un pouvoir hybride, à la fois politique et idéologique, à la fois interne et disruptif. Il émerge comme une fissure qui s'élargit dans une structure déjà fragile, une anomalie qui devient l'élément central de la vision. La petite corne ne s'impose pas par la force brute, mais par la stratégie, par la parole, par la précision. Elle n'a pas besoin d'être grande pour être dangereuse. Tout son pouvoir réside dans sa manière de s'introduire, de supplanter et de transformer ce qui existe déjà. 4. Les traits distinctifs d'un pouvoir hostile lorsqu'on observe la figure décrite par Daniel, ce qui frappe immédiatement, ce n'est pas sa taille ou son apparence, mais la précision chirurgicale de ses actions. Cette puissance ne se manifeste pas par un déploiement imposant, mais par une série de comportements qui révèlent une intention bien définie. Remodeler la société, rediriger la loyauté des peuples, s'installer comme un centre absolu d'autorité. Ces traits ne sont pas seulement symboliques, ce sont des indicateurs de stratégie, des signaux d'un projet politique et spirituel entièrement tourné vers la domination. Le premier trace ressort comme une menace silencieuse, l'éviction de 3 autorités. Ce déplacement n'est pas accidentel. Il traduit une méthode bien connue des grands usurpateurs, neutraliser rapidement les obstacles les plus gênants pour s'assurer une progression sans opposition. Rien n'indique que cette élimination soit brutale ou spectaculaire. Elle peut être discrète, méthodique, menée par des alliances, des manipulations, des pressions. Ce trait évoque la capacité d'un pouvoir à réorganiser un échiquier politique en coulisses, à reconfigurer un système pour créer un espace où il pourra prospérer sans résistance directe. Cela révèle aussi une conviction fondamentale. Pour régner, il faut d'abord faire taire ceux qui pourraient contester. Le deuxième trait, sa manière de parler, éclaire la psychologie du personnage. Il ne s'agit pas d'une simple arrogance personnelle. C'est un outil, un langage destiné à projeter une autorité qui se veut incontestable. Dans l'histoire humaine, les dirigeants les plus dangereux ont souvent utilisé la parole comme arme première. Leur discours n'est pas seulement provocateur. Il redéfinit ce qui est acceptable, ce qui est vrai, ce qui mérite d'être vénéré. Cette puissance adopte la même stratégie. Ces mots installent une nouvelle logique, inversent les valeurs, ridiculisent ce qui était sacré. L'arrogance devient un levier pour repositionner les repères des foules, un moyen d'imposer une vision où il n'existe aucune autorité supérieure à la sienne. Un troisième trait se détache, encore plus grave, la persécution ciblée des croyants. Cette hostilité n'est pas une réaction spontanée, mais la conséquence d'un conflit de loyauté. Là où les croyants affirment qu'il existe une autorité divine au-dessus de toutes les autres, cette puissance perçoit une menace. Elle cherche donc à réduire au silence ceux qui refusent de s'incliner devant elle. Ce n'est pas simplement une attaque contre des individus, mais une campagne contre l'idée même d'une vérité alternative. La persécution, ici, devient un instrument de contrôle identitaire. Forcer une population à renoncer à sa fidélité spirituelle pour adopter celle du pouvoir en place. Vient ensuite un trait plus subtil, mais d'autant plus révélateur. La volonté de transformer les lois et les temps.
Il ne s'agit pas d'un simple ajustement administratif. C'est une entreprise de remodelage culturel. Changer les lois, c'est redéfinir ce qui est permis, ce qui est moral, ce qui est socialement valorisé. Modifier les temps, c'est toucher au rythme des traditions, des célébrations, des repères collectifs qui structurent la mémoire d'un peuple. Ce trait dévoile une ambition de refonder la société en profondeur, de remplacer des fondements anciens par une architecture idéologique nouvelle. Le pouvoir ne se contente plus de gouverner le présent, il réécrit le passé, il reconfigure l'avenir. Enfin, un dernier élément se dégage de cet ensemble. La combinaison de ces traits ne pointe pas vers un simple souverain humain, mais vers une force qui comprend l'esprit des masses, qui maîtrise l'art de manipuler autant que celui de contraindre. Le pouvoir hostile décrit ici n'avance jamais sans calcul. Il connaît les leviers psychologiques, les fragilités sociales, les failles politiques. Il avance avec une précision presque clinique. Ce portrait ne vise pas à inspirer la peur, mais à comprendre la nature de cette entité, un pouvoir qui étend son influence en modifiant le terrain même sur lequel la société repose. 5. Écho contemporain et transformation globale. Pour comprendre à quel point la vision de Daniel semble encore résonner aujourd'hui, il suffit d'observer l'état actuel du monde comme si l'on parcourait les rubriques d'un immense journal international. Au-dessus de la pile, les titres changent chaque jour, mais les tendances profondes demeurent. Rapprochement politique inattendu, création d'alliances supranationales, consolidation du pouvoir autour de structures globales, révision successive de normes sociales autrefois considérées intouchables. Loin d'être un simple catalogue d'événements, cette mosaïque mondiale forme un paysage qui, à certains égards, rappelle les tensions décrites dans la vision antique. Les alliances internationales occupent une place centrale dans cette transformation. Là où, autrefois, les royaumes se faisaient et se défaisaient sur le champ de bataille, les puissances actuelles se réunissent autour de tables rondes, de conférences discrètes, de pactes économiques qui redessinent les relations entre nations. Les organisations transnationales s'élargissent, les traités se multiplient, les blocs politiques se renforcent. Cette dynamique ne signifie pas l'émergence d'un empire unique, mais elle révèle une tendance vers une gouvernance plus centralisée, où les décisions majeures dépassent de plus en plus le cadre des États individuels. Ce glissement subtil vers la coordination globale crée un terrain où un leader charismatique pourrait aisément s'imposer comme voix dominante en période de crise. Le développement technologique ajoute une couche supplémentaire à ce tableau. La surveillance ne dépend plus de soldats ou d'informateurs. Elle repose sur des systèmes capables de suivre des milliards de données en temps réel. Communication, déplacement, achats, comportement numérique. Des dispositifs biométriques apparaissent dans certains pays pour authentifier l'identité des citoyens, tandis que des systèmes monétaires entièrement numériques commencent à remplacer l'argent physique. La frontière entre sécurité et contrôle se fait plus mince. Dans un monde où une panne informatique peut paralyser une économie entière, il devient évident qu'un système centralisé pourrait un jour conditionner la participation même à la vie économique. À cela s'ajoute une transformation culturelle profonde. Les valeurs qui ont façonné des générations entières sont en pleine redéfinition. Des règles autrefois fondées sur des convictions spirituelles ou morales sont réévaluées, modifiées ou supprimées. Dans de nombreux endroits, les repères traditionnels ne sont plus des références communes. Le discours public évolue rapidement, soutenu par des plateformes capables de propulser une idée dans des millions d'esprits en quelques heures. Les opinions circulent plus vite que jamais, mais elles sont aussi filtrées, amplifiées ou réorientées par des algorithmes capables de façonner l'attention collective. Cette recomposition des valeurs crée un espace où une idéologie dominante pourrait être adoptée presque sans résistance, simplement parce qu'elle se présente comme solution évidente à un chaos perçu.
Pendant que ces changements s'opèrent, d'autres tendances, plus sombres, émergent en silence. Dans plusieurs régions du monde, les communautés religieuses font face à des pressions croissantes. Les restrictions se multiplient, les symboles sont interdits, les réunions surveillées, les convictions ridiculisées dans des débats publics où la foi est parfois traitée comme un vestige archaïque. Le fait que ces tensions soient localisées ne les rend pas moins révélatrices. Elles démontrent à quel point l'identité spirituelle peut devenir un obstacle dans des environnements où la loyauté à l'État ou à une idéologie est considérée prioritaire. Les crises successives, économiques, sanitaires, géopolitiques, montrent également à quelle vitesse les populations peuvent accepter des mesures radicales lorsqu'elles pensent qu'elles sont nécessaires pour leur sécurité. Ce comportement n'est pas un signe de faiblesse. Il est humain. La peur, l'incertitude et l'urgence créent un climat idéal pour qu'une autorité forte prenne les rênes. Dans ce contexte, les nations semblent prêtes à se rallier à quiconque promettra stabilité et protection, solutions rapides. Tout cela ne constitue pas une preuve, mais un ensemble d'indices montrant que les structures actuelles sont suffisamment flexibles pour absorber de nouveaux types de pouvoir. Ce n'est pas tant la vision de Daniel qui semble se répéter que les dynamiques humaines qu'elle décrit. Recherche de sécurité, centralisation de l'autorité, fragilisation des repères, vulnérabilité collective face à une figure qui se présenterait comme un sauveur mondialisé. 6. Les développements ultérieurs dévoilés dans l'Apocalypse. Imagine une île isolée, balayée par les vents, où un homme âgé fixe l'horizon. Le sable glisse sous ses pieds, le tonnerre résonne au loin, et la lumière du ciel semble vaciller comme une flamme exposée. C'est là, sur Patmos, que le récit se déploie. Non pas dans un temple, ni dans la salle d'un roi, mais dans un décor austère où rien ne distrait le regard. La caméra se rapproche lentement de cet homme, Jean, tandis qu'une vision s'impose à lui avec la force d'un monde qui se déchire. Les images surgissent sans prévenir, une mer sombre, infinie, traversée par des reflets métalliques. Une silhouette émerge de ses profondeurs, lente d'abord, puis massive, imposante, comme un monument vivant. Ses cornes brillent comme des balises de pouvoir. Ses têtes tournent l'une après l'autre, chacune portant un nom chargé d'arrogance. Sa présence suffit à imposer silence et stupeur. Elle ne marche pas, elle règne. Elle avance comme si la mer elle-même la soutenait, comme si les éléments naturels reconnaissaient sa légitimité. Cette créature n'est pas seule. Au-dessus d'elle, invisible à ceux qui ne savent pas voir, plane une autre présence, une volonté obscure qui lui confère autorité. Jean perçoit cette influence comme une ombre étendue, un souffle ancien qui murmure dans la tempête. La bête agit, mais elle n'agit pas seule. Elle représente un pouvoir plus vaste que ses formes étranges. Elle est le symbole parfait d'un système organisé pour dominer, pour séduire, pour redéfinir ce que signifie obéir. La scène change, comme si le cadre se déplaçait soudain sur un autre plan. Une terre aride apparaît, fissurée, silencieuse, jusqu'à ce qu'une deuxième créature s'élève. Son apparence est presque paisible. 2 cornes lisses, un visage qui évoque la douceur. Mais lorsqu'elle parle, la voix qui en sort n'a rien d'apaisant. C'est une voix qui imite la sincérité, qui reproduit le rythme du sacré pour en détourner le sens. Elle accomplit des gestes qui ressemblent à des miracles, des spectacles de lumière et de feu qui impressionnent les foules. Sous le regard de Jean, cette créature devient comme un metteur en scène capable de manipuler le regard collectif, de présenter le mensonge sous les traits du divin. Elle ne cherche pas la gloire pour elle-même.
Elle la transfère à la bête surgie de la mer, lui sert de porte-voix, de messager, d'architecte idéologique. La caméra se rapproche encore, comme pour montrer les détails que le monde pourrait manquer. Un geste, un symbole tracé dans l'air, et des foules entières se tournent vers un pouvoir qu'elles croient spirituel, alors qu'il n'est qu'un reflet déformé d'autorité. Puis le décor bascule vers une image plus austère. Des mains tendues, des visages fermés, des marchés silencieux. Les échanges ne se font plus librement. Les marchands attendent un signe, un marquage qui contrôle qui peut participer et qui doit être exclu. Ce symbole, visible sur la main ou sur le front, devient une clé indispensable. Sans lui, personne n'achète, personne ne vend, personne ne survit dans un système qui s'étend comme un filet invisible. Le cadre insiste sur ses gestes quotidiens. Une main scannée, un regard contrôlé, un accès accordé ou refusé. Le monde semble fonctionner sous une logique unifiée, comme si les nations avaient cessé de penser par elles-mêmes. Jean voit des rois, alignés comme des silhouettes dans la pénombre. 10 figures, 10 centres de pouvoir qui ne cherchent plus à rivaliser mais à se soumettre à une autorité unique. Ils parlent peu, mais leurs actes convergent vers un même projet. Remettre leur pouvoir à celui qu'ils considèrent comme le chef suprême de cet ordre nouveau. Ils ne complotent pas entre eux. Leurs volontés s'alignent avec une précision presque mécanique, comme si une même impulsion les traversait. La vision continue, ininterrompue, comme un montage où chaque scène dévoile un nouveau niveau de la structure. Un système mondial articulé, une influence spirituelle détournée, une alliance politique compacte, un contrôle économique intégré, un culte façonné par la peur, la fascination et l'illusion. À travers ces visions anciennes, un fil se tisse, reliant l'exil d'un jeune homme à l'histoire immense des civilisations. Ce fil traverse les empires, les systèmes, les générations, et vient se nouer jusque dans notre présent. Rien n'est présenté comme un destin inévitable, mais tout semble disposer le monde à une tension grandissante entre les forces visibles et celles que l'on ne voit qu'en prenant du recul. Chaque symbole, chaque détail, chaque image prise isolément pourrait sembler énigmatique. Mais une fois mis ensemble, ils composent un panorama qui dépasse les frontières de la simple analyse politique ou spirituelle. Ce que Daniel observe dans ses visions et ce que Jean perçoit dans les siennes ne sont pas des fragments d'un mythe ancien, mais les échos d'un récit qui continue de se déployer devant nos yeux. Dans ce scénario cosmique, le monde se transforme, les systèmes évoluent, les repères se déplacent. Et au cœur de ces changements, une question demeure. Que devient l'être humain lorsque les structures qui l'entourent cherchent à façonner sa loyauté, son identité, son avenir? La vision ne dicte pas une réponse, mais elle nous invite à regarder plus attentivement ce qui se joue autour de nous, à discerner les forces discrètes qui influencent les masses, à comprendre que certains pouvoirs ne se présentent jamais sous leur vrai visage, à reconnaître que l'apparence de stabilité peut parfois masquer une mécanique bien plus vaste. Les visions anciennes n'ont pas pour but de nous effrayer. Elles invitent à la lucidité, à la vigilance, à la capacité de voir au-delà de l'immédiat. Car derrière les événements visibles, il existe souvent une histoire parallèle, une dynamique plus profonde qui façonne la direction du monde. Là où certains voient des séquences de symboles obscurs, d'autres y voient une carte. Un rappel que l'histoire humaine est un terrain où se croisent ambitions politiques, illusions spirituelles, pouvoirs émergents et choix individuels. Et dans ce paysage, chacun de nous demeure un témoin, conscient ou non, d'un monde qui avance vers un point d'inflexion majeur. L'important n'est pas d'anticiper, mais de comprendre. Pas de deviner, mais de discerner. Pas d'attendre, mais de voir. Et peut-être qu'en observant attentivement ces visions anciennes,
Nous comprenons mieux non seulement ce que fut le passé, mais ce que devient peu à peu notre présent.